Bonsoir, bienvenue au Talk Orange Le Figaro. Nous recevons ce soir Julien Drey, député PS de l'Essonne. Julien Drey, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être là. Merci à vous de m'inviter. Les déclarations de votre camarade Manuel Valls sur le déverrouillage des 35 heures continuent à faire des vagues. Ce matin, c'est Jean-Marc Ayrault, président du groupe PS à l'Assemblée nationale, qui l'a rappelé à l'ordre en déclarant « Nous, les députés PS, sommes à 99% pour le maintien de la durée légale du travail à 35 heures. Les primaires ne sont pas le concours Lépine. Manuel Valls doit mettre son engagement au service de la réussite collective et non pas personnelle. » Alors, est-ce que vous partagez son opinion, d'une part sur les 35 heures et d'autre part sur Manuel Valls? Il y a deux choses différentes qu'il faut séparer. Il y a un débat sur les 35 heures, qui est un débat légitime, auquel moi aussi j'ai des positions, mais qui ne sont pas celles de Manuel Valls. Et puis, qui sont celles de Jean-Marc Ayrault sur le maintien? Oui, je pense que la question de la réduction du temps de travail reste dans le programme des socialistes une question importante, une question historique. C'est le partage des gains de productivité, c'est la redistribution, et ça fait partie des conquêtes de l'humanité que de réduire le temps de travail. Bon. Donc on ne touche pas aux 35 heures? Non, je pense qu'on peut adapter les choses. La question aujourd'hui qui est posée, c'est pas la question des 35 heures. La question qui est posée, c'est la question du chômage. Donc aujourd'hui, je dirais même d'un certain point de vue, il faudrait verrouiller les 35 heures pour qu'il y ait moins d'heures supplémentaires et plus d'embauches. Vous voyez, c'est à l'inverse. La situation qui est posée aujourd'hui, c'est de travailler tous. Parce que la France continue à garder la priorité au chômage et préfère payer des gens au chômage plutôt que de les mettre en emploi. Donc il y a certainement des dispositifs à réfléchir en termes d'allègement du coût du travail au sens des travails précaires notamment, pour permettre aux plus anciens de rester en place, aux plus jeunes de rentrer sur le marché du travail. Ça, c'est une discussion qu'on peut avoir avec les partenaires sociaux. Il y a certainement une fiscalité à revoir, parce qu'aujourd'hui, la fiscalité, notamment nos systèmes sociaux, repose trop sur le travail et pas assez sur, je dirais, la valeur ajoutée des entreprises. Donc tout ça, c'est en discussion. Maintenant, il y a un autre débat, et c'est ça qui est aussi désagréable, c'est qu'à partir du moment où on a des primaires, on a des candidats, et c'est normal qu'ils défendent des idées. Bon, sinon, à quoi ça sert d'avoir des primaires si les gens disent tous la même chose? Donc il était naturel, c'est pas une idée nouvelle de la part de Manuel Valls qui dit sur les 35 heures. Ça fait longtemps qu'il le défend, oui. Voilà, donc il n'y avait pas besoin de surréagir et d'en faire un élément polémique. Mais ça renvoie à une autre question. C'est que sur la question même des 35 heures, je pense que le Parti socialiste lui-même n'est pas au clair. Parce que il a toujours hésité entre deux attitudes. Une attitude qui était de l'assumer totalement, et une attitude un peu honteuse en disant, les 35 heures, on n'a peut-être pas fait ça bien. Donc il serait temps de clarifier cette situation. Parce que si on avait clarifié les choses, par exemple, faisons une grande convention nationale sur le temps de travail, disons ce que nous voulons exactement et comment nous voulons le faire, et peut-être que les choses seraient peut-être plus claires. Et là, à ce moment-là, effectivement, on pourrait dire, Manuel Valls dit des choses qui ne sont pas exactement celles que pense le Parti socialiste, mais il a aussi la liberté de parole. Sur des sujets où le PS a fait davantage de travail de réflexion, quelle doit être ou quelle peut être la marge de manœuvre des candidats aux primaires? J'ai envie de vous poser la question. Dites-moi exactement quels sont les grands sujets sur lesquels il a fait les grandes réflexions, si vous me permettez. Je pense par exemple au rapport de Rebsamen sur la sécurité. Je pense à celui de Benoît Hamon sur l'égalité réelle. Bon, là, c'est plus discutable. Disons que sur la sécurité, on peut que se réjouir, en tout cas pour ma part, que les choses aient avancé, même si je pense qu'il y a encore du travail à faire, parce que je pense qu'il y a des choses, notamment sur la police de proximité, qui sont plus aujourd'hui en capacité de résoudre les problèmes qui nous sont posés dans un certain nombre de quartiers. Voilà, donc il y a des choses encore à travailler. Moi, je pense que on aura un socle commun. Bon, ça c'est évident, avec des grandes directions. Puis après, c'est aux candidats de défendre leurs propres propositions. Et d'après moi, on aura beau essayer de verrouiller en disant il y a un programme, il faut respecter le programme. S'il y a des primaires, forcément, il y a une liberté de parole qui devra être acceptée. Mais tant mieux d'un certain point de vue, parce que ça sera un grand débat. Est-ce que c'est tenable à ce rythme-là, une polémique par déclaration? Est-ce qu'il faut avancer les primaires, en d'autres termes? Moi, j'étais pour un calendrier plus avancé. Je pensais qu'il fallait les avoir finis avant l'été. Visiblement, on a besoin d'attendre. Bon, on va attendre. Ça va créer effectivement un certain nombre de difficultés. Donc, il faut peut-être un code de déontologie. Mais dans le code de déontologie, il ne faut pas aussi que ceux qui sont à la direction du parti deviennent des directeurs de conscience et flinguent à tout va, parce que ils sont pas forcément d'ailleurs là en termes de directeurs de conscience, mais aussi ils ont leur propre orientation politique. On peut penser légitimement que Benoît Hamon, porte-parole du parti, a surréagi lundi, et avec une petite idée derrière la tête par rapport à sa propre candidature, ou peut-être à verrouiller un dispositif politique. Oui, c'est pas tout à fait exclu. Voilà. Vos primaires intéressent aussi nos internautes. E égale MC2, c'est son pseudo. Vous demande... C'est une vieille formule, ça. Vous demande, pensez-vous que le meilleur candidat du PS pour les élections présidentielles de 2012 sera Dominique Strauss-Kahn? Ça, c'est une question qui va être un peu récurrente. C'est lui qui l'a posée. Qui va être récurrente. Moi, je pense que si Dominique Strauss-Kahn décide de venir, je pense qu'il aura forcément une grande adhésion à l'intérieur du pays.
Maintenant, la question qui est posée, et pour moi, elle est plus importante. C'est pas la question de la candidature. La panne dans laquelle on est là, en ce moment, le Parti socialiste, et je dirais la gauche à l'échelle européenne, c'est qu'on est faible sur le plan idéologique. Et la présidentielle de 2012, contrairement à ce que tout le monde pense, ne se jouera pas simplement en rejet des uns ou des autres. Elle sera aussi une bataille idéologique. Et là-dessus, il y a du retard. Il n'y a pas de projet de société qui se dégage, il n'y a pas de volonté politique autour de ce projet qui est clairement perçu. Et donc, on est une situation où, pour l'instant, on est dans un match de ping-pong, on répond à l'adversaire, mais on n'anticipe pas les situations. On le voit sur l'Europe, on le voit sur la question des monnaies, on le voit sur les questions d'intégration, d'immigration, et là-dessus, il y a du retard qui a été pris, d'après moi, et qu'il va falloir rattraper. Donc, je souhaiterais que les mois qui existent là, qui soient un peu un temps de latence, soient des mois où on travaille un peu plus sur le plan idéologique, c'est-à-dire sur le plan du fond. Et à partir de là, je pense que le débat qu'on aura sur les mesures, il sera plus facile. Parce que sinon, on n'est que dans la technique, et c'est technique contre technique, ça devient compliqué. Vous aviez soutenu Ségolène Royal oui. La dernière fois. Est-ce que vous pensez qu'elle est capable de créer à nouveau la surprise ? Elle a un potentiel qui est toujours le même, d'ailleurs. Elle a un rapport à l'opinion et, comme on dit, un flair politique qui reste exceptionnel. Bon. Et donc, elle est en capacité de voir les failles et de foncer dans ces failles-là avec une énergie et, je dirais, une force qui est un peu particulière parce qu'elle a peur de rien. Voilà. Elle fonce, elle met les choses en place. Alors, est-ce qu'elle peut recréer une deuxième fois la surprise ? Ce sera plus difficile parce que je dirais qu'un certain nombre de ceux qui ne l'apprécient pas sont cette fois-ci sur leur garde. C'est à elle de montrer qu'elle est aussi en capacité d'avoir tiré les leçons de la présidentielle de 2007 et donc d'avoir un positionnement qui est plus clair, plus lisible, plus orienté sur le fond idéologique. Bon, là aussi, on va voir si elle a travaillé et si elle a mis à profit les mois qui viennent de s'écouler. Est-ce que de son côté, François Hollande fait une campagne désespérée de candidats de recours si jamais Dominique Strauss-Kahn ne se déclarait pas et si, disons, Martine Aubry et Ségolène Royal se neutralisaient l'une l'autre ? Écoutez, il a cette fois-ci, je crois, la volonté d'y aller vraiment, ce qui n'était pas le cas en 2007. Et ce qui a beaucoup posé de problèmes, parce que ça aurait été plus simple si le premier secrétaire du parti à l'époque avait été le candidat naturel du parti. Ça aurait eu une logique, en tout cas. Il y avait une logique. Bon, là, il a la volonté, il dit, cette fois, j'y crois, je le veux, je m'y prépare sérieusement. Ça, on ne peut pas lui contester qu'il y a une préparation sérieuse, avec une démarche qui est la sienne, qui est propre à son identité. C'est quelqu'un qui travaille sur le fond. Bon, il a visiblement réussi quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'il a quand même crédibilisé l'idée qu'il peut être président de la République. En tous les cas, chez les décideurs. Il lui reste à conquérir le peuple. Avec quel candidat seriez-vous prêt à travailler ? Et moi, si vous voulez, par rapport à ce qui a été ma position tout au long des années passées, elle est différente cette fois-ci. Je dirais d'un certain point de vue, c'est pour moi qui va aller chercher. Voilà. C'est eux qui devront, voilà. s'ils le souhaitent, solliciter je suis plutôt sur une position de regarder les choses et de voir. Donc je ne vais pas me précipiter pour soutenir les uns et les autres. Je vais regarder le fond des idées. Et je vais d'ailleurs, plus que je ne l'ai fait dans les 2 ans qui viennent de s'écouler, parce que j'étais un peu en retrait, puis je voulais laisser la direction faire son travail et pas être celui qui l'empêchait de dérouler son activité, je vais participer beaucoup plus au débat idéologique. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai commencé tout de suite, là, ces premiers jours de janvier, à rappeler un certain nombre de règles, y compris au porte-parole, mais aussi sur le fond des choses. Vous allez participer par des déclarations telles que celles dont vous venez de nous parler ou en, en réfléchissant, en produisant des idées? En produisant. Moi, j'ai produit un certain nombre de choses. Je regarde d'ailleurs que le fait que les idées que j'ai produites tout au long des 10 ans ou 20 ans qui viennent de s'écouler ont fait leur chemin. La 6e République, on en reparle, les 35 heures, la sécurité. La suppression des allocations pour les parents de mineurs délinquants. Voilà. Donc il y a des choses sur lesquelles j'ai travaillé moi, pas que moi d'ailleurs, et sur lesquelles je vais continuer à avancer. Oui. Voilà. On va parler un peu de sécurité. Le ministère de l'Intérieur refuse pour la 2e année consécutive de communiquer le nombre de voitures incendiées. Est-ce qu'il a raison de le faire? C'est pas la 2e année parce que je pense de mémoire que l'année dernière il avait donné le chiffre, qu'il y avait eu une polémique après. Bon, enfin c'est pas grave. Ouais. Moi je pense qu'il a tort parce que c'est parce qu'on casse le thermomètre qu'on fait disparaître le mal. Le résultat c'est qu'on suspecte le pouvoir d'avoir manipulé. Et en plus j'ai l'impression qu'il a eu d'autant plus tort qu'il y a peut-être eu un peu moins de voitures brûlées cette année que l'année dernière au regard de la quantité de policiers qui avaient été déployés cette année. C'est-à-dire on a battu tous les records. Bon, maintenant la question de la nuit de la Saint-Sylvestre, c'est, je dirais presque un épiphénomène par rapport aux phénomènes réels de violence qui existent, qui ont augmenté. On voit bien que le chiffre le plus important, c'est les violences aux personnes qui a explosé, y compris dans les transports en commun. Oui. Une question plus personnelle sur Brice Hortefeux pour finir. Beaucoup de socialistes ont réclamé sa démission après qu'il a été condamné
pour ses propos sur les Auvergnats. Est-ce que vous souhaitez qu'il quitte le gouvernement? Non, mais moi, j'ai jamais participé à ces campagnes où on désigne quelqu'un à la vindicte populaire, on demande sa démission. Je veux dire, bon, je pense que ça sert à rien, d'abord parce qu'il démissionne pas. Donc tout ça, ça fait, et c'est plus un positionnement esthétique pour ceux qui la demandent. Hey, j'ai demandé la démission. Bon, il y a un combat politique. Hortefeux a dérapé. Il a été condamné par la justice. C'est au gouvernement et c'est au président de la République d'estimer si son ministre est en situation ou n'est pas en situation. C'est à lui de se débrouiller avec ce problème-là, quoi. Julienne Rey, je vous remercie. Merci. Demain, nous recevrons Nadine Morano, ministre déléguée à la formation professionnelle. Bonsoir et à demain pour un nouveau talk Orange Le Figaro.